Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, Michela se livre à cœur ouvert sur son véritable parcours de combattante. Pré-éclampsie, accouchement traumatique, réveil en réa, parcours de rééducation et cette nouvelle vie avec des séquelles qui impactent son quotidien. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire de cette femme incroyable qui n'a jamais baissé les bras face aux défis de la vie. Nous toutes ces mamans lionnes. Bonne écoute. Bonjour Michela. Bonjour Mélissa. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à Bicafam pour cette journée mondiale de la pré-éclampsie. Du coup, avant de commencer à parler de ton parcours, te demander de te présenter s'il te plaît. Eh bien, je m'appelle Michela. Mes amis m'appellent Michou. Tu as un fils, rappelle-moi son âge. Bientôt 8 ans. D'accord, très bien. On va commencer à parler de ton désir d'enfant. Est-ce que tu as toujours voulu être maman ou est-ce que c'est un désir d'enfant qui s'est construit année après année? Bien sûr, je voulais des enfants depuis petite. Et du coup, alors, quand tu apprends que tu es enceinte, comment tu réagis? Quelles émotions te traversent? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, c'était pas prévu à la base. Mhm. J'avais 30 ans et puis voyons fou. D'accord, donc du coup, c'est un bébé qui est arrivé comme ça, mais c'était pas forcément un projet. Non. Et est-ce que tu peux nous parler de ta grossesse? Comment ta grossesse s'est déroulée? Ça s'est bien passé jusque 6 mois de grossesse. Donc ta grossesse, tu étais suivie par une sage-femme ou un gynéco ou les deux? Une sage-femme et la gynéco. Ok, d'accord. Donc les premiers mois de grossesse se sont bien passés, tu n'as pas eu de symptômes particuliers, d'accord? Tu te sentais bien, tout se passait bien? J'avais la pêche. T'avais la pêche, t'avais le glow de la grossesse. Et tu disais jusqu'au 8e mois, qu'est-ce qui s'est passé à partir du 8e mois de grossesse? J'avais les pieds gonflés, les œdèmes aux pieds et j'avais mal à la tête. J'avais la barre épigastrique et des nausées. Et j'avais les urines foncées. Tout de suite, j'ai tiqué. J'ai appelé la gynéco. Elle m'a dit vous allez à la clinique tout de suite. Pendant 3 jours, ils m'ont fait des bilans. Donc tu étais sous surveillance. Voilà. Pour la pré-éclampsie, Le diagnostic tombe, on te parle tout de suite de la pré-éclampsie, c'est ça? Tout de suite, vous êtes en pré-éclampsie. D'accord. Et est-ce que tu en avais déjà entendu parler de cette pré-éclampsie avant? Non, jamais. Pas du tout. On appelle ça l'albumine en fait. Ma grand-mère m'a dit fais attention, il y a l'histoire de l'albumine. D'accord. Tu as eu une préparation à l'accouchement. Pendant la préparation, on t'en avait pas parlé de la pré-éclampsie. Oui, elle m'a prévenue. D'accord. Et du coup, alors, au bout de ces 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Je me suis rentrée chez moi. Donc, retour à la maison. Est-ce que tu as eu des préconisations? Un bilan, des bas de contention, la visite. D'accord, pour surveiller la tension? Voilà. Ok. Et du coup, est-ce qu'on t'avait parlé de la gravité de la pré-éclampsie? Non, du tout. J'ai refusé d'aller voir Internet en fait. Tu avais peur que ça t'alarme, que ça t'angoisse?
j'aurais paniqué. Et donc, du coup, ce retour à la maison, Chez mes parents. d'accord. Donc là, tu es retournée chez tes parents. Pendant 3 jours, je me suis montée chez mes parents. Ok. Du coup, alors, quand il y a eu entre ce retour à la maison, en fait, chez tes parents et l'accouchement? 7 au soir, je suis chez mes parents. J'allais me coucher. J'ai senti quelque chose de bizarre. Je prends ma tension. Elle était à 16. Pendant 3 fois, à 16. Et du coup, on t'avait dit qu'en fonction justement de cette tension, quelle était la conduite à tenir si tu avais une tension élevée? J'ai appelé sage-femme. Elle a pas répondu. Donc, tout de suite aux urgences. D'accord. Ils m'ont fait un bilan. La sage-femme a pris ma tension. 14,9. Dramatique. Vous pouvez rentrer chez vous. Donc vous pouvez rentrer chez vous, hallucinant. Oui. À 15. Donc c'est pas alarmant, ça l'a pas alarmée. Et elle s'est Non, dit du qu'elle tout. pouvait rentrer, retourner à domicile. Ma mère, elle était là. Du coup, elle a babillé. Ils m'ont gardée. Du coup, comment les choses se sont passées? Est-ce qu'on t'a parlé de déclenchement du travail ou... Oui, le gynéco, oui. On va vous déclencher demain, Mhm. le 29. Et j'ai perdu les os cette nuit, en fait. Mhm. J'ai perdu les os dans mon lit. J'ai appelé l'équipe. 1 heure après, j'ai ressenti une brûlure, une déchirure. On peut pas l'expliquer, en fait. J'avais envie de crier. C'était une douleur au bas-ventre? Oui, une rupture rétro-placentaire. Ouais, d'accord. Et donc du coup, tu ressens une forte douleur qui est intense et qui est atroce. Et qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? 1 minute après, j'ai senti un liquide chaud. Mhm. J'ai regardé, j'avais mon sang sur mes jambes. D'accord, donc tu as perdu du sang. Tout de suite, j'ai paniqué. Mhm. J'ai peur, je vais perdre mon bébé. Que tu as pensé tout de suite que tu allais perdre ton bébé. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu es au bon endroit parce que tu es à l'hôpital et donc du coup, qui se met en branle? J'appelle l'équipe. 5 minutes, vous savez, c'est rien pour vous. Mais pour moi, c'était atroce. C'était atroce. J'ose pas crier, je souffrais. Je vais à la salle d'accouchement. Je m'allonge. J'avais du sang. Plein de sang sur mes jambes. Oh là là. La sage-femme, elle me dit « Poussez ». J'ai poussé. Ma tension à 20. Aïe, aïe, aïe. Je vais tomber dans les pommes. Mes oreilles bourdonnent. Je tremble. Je grelotte. Je me sentais partir, en fait. Je me sentais partir. Je suis partie. À mon réveil, j'étais en réa. Donc finalement, on t'a fait une césarienne d'urgence. D'urgence, oui. D'accord. Et pourquoi alors justement tu te réveilles en réa? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin m'a dit « Vous êtes en réa, en réanimation. » Ah, c'est vrai, j'allais accoucher. Il est où le bébé? Il est où le bébé? J'ai regardé mon ventre, il était plat, vide. Tout de suite, j'ai paniqué. Et tu t'es réveillée combien de temps après la césarienne? 6 jours après. Donc tu étais dans le coma pendant 6 jours. D'accord. Qu'est-ce qu'on te dit à ton réveil? Donc là, quand tu te réveilles, tu ne sais pas, tu comprends pas ce qui s'est passé, tu es sûrement peut-être un peu perdue, confuse. Mais j'avais pas la parole. J'avais trachéo. Trachéotomie. Du coup, je pouvais pas parler. Il y a une aide-soignante m'a regardé mon ventre. Elle a pris une photo. Elle a mis sur mon lit. Une photo de ton bébé? Voilà. Il allait bien ton bébé? Oui, il allait bien. Et entre-temps, c'est ta maman qui s'occupait de ton bébé ou ton bébé était resté hospitalisé? Comment ça se passait? Ils sont sortis 3 jours après. Ma famille, ma mère, ma sœur, mon père, toute la famille en fait, ils se sont relayés. Donc ils venaient te voir et ils s'occupaient aussi du bébé. Du bébé. Et du coup, on t'explique ce qui s'est passé, pourquoi tu as été en réanimation? J'avais la rage en fait. J'avais la rage. Comment à ce stade-là, ça s'est dégradé? Comment tout a été bouleversé? C'est vrai que parle de grossesse, d'accouchement, on pense Tout beau, tous les aspects positifs. Exactement. Et c'est vrai que jamais on peut imaginer que les choses soient bouleversées. Je m'attends pas à ça. Et tu t'es sentie entourée par tes proches? Par mes amis. Ils me lâchaient pas. J'étais chiante. Et ils étaient là et ils t'ont jamais Toujours là. lâché. Toujours là. Et du coup, après ton parcours en réanimation, quand tu te réveilles, on te parle sûrement du parcours de rééducation. Déjà, qu'est-ce qu'on te dit sur les séquelles liées à cet hématome cérébral? Je ne marcherai plus, je
parlerai plus. Mhm. En fin de compte, je suis un légume. J'entends tout ça, mais je refuse. Mhm. Mais je refuse. Et là commence un parcours de rééducation pour justement récupérer au Un maximum. maximum. Et alors, est-ce que tu peux nous en parler? C'est vrai que le parcours de rééducation, ça demande vraiment une énergie folle, un investissement important, travailler, essayer de récupérer au maximum. Est-ce que tu peux nous en parler? Après 3 semaines en RIA, je suis passée par la clinique de Choisy. 18 mois, en fait. 18 mois. Mhm. Et donc, tu étais entourée d'une équipe pluridisciplinaire avec neuropsychologue, ergothérapeute, Dimitri, orthophoniste. Petit coucou Dimitri d'ailleurs. Il y avait aussi des orthophonistes, coach APA. Donc là, tu es dans ce parcours de rééducation. Comment ça se passe? à la fois, j'étais fatiguée, à la fois, je voulais me battre, en fait. C'était long. Et tu avais cette force en toi, justement, cette force que tu as puisée en toi, est-ce que c'était pas justement lié à ton fils? T'a permis de te donner À cette mon force? fils et à moi aussi, en fait, hein. Mhm. Psychologiquement, C'était difficile. je me rends compte, hein, mais C'était difficile. Et on n'a pas parlé de la rencontre avec ton fils. Quel moment elle s'est faite, cette rencontre avec ton fils? 4 mois après, Tu rencontres ton bébé. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? il y a pas de mots pour décrire. Mhm, Je l'aime, mais je l'aime, hein, mhm. mais je suis gaga. Et cette rencontre, justement, tu y pensais pendant tout ce temps. Et quand ça arrive, tu as l'impression d'être un petit peu dans un rêve éveillé. Enfin, tu tiens entre tes bras ton Il fils. y avait ma mère, mon père, Mhm, 2 infirmières, mais mhm, pour moi, j'étais seule avec mon fils, hein. mhm. J'étais seule avec mon fils. Tu étais dans une bulle de bonheur et d'amour avec ton fils, en fait. Voilà. Et justement, comment ça s'est passé par la suite? Comment ça s'est passé donc, durant le parcours de rééducation? Tu as dit que ça a duré quand même 18 mois. Après la rencontre, j'ai eu envie de me battre pour lui. Mhm. Le moteur. Oui, Mhm. clairement. Et du coup, est-ce que tu le voyais régulièrement? Tous les jours, tous les jours. Mhm. Et justement, le lien avec ton fils, comment progressivement il a pu se tisser ce lien? Il sait que je suis sa mère, mais il avait senti. Mhm. Il avait senti. Il y avait quelque chose dans son regard qui ne trompait pas. Quand je le change, il restait Mhm. là, sans bouger. Il bougeait pas. D'autres personnes, ils bougeaient. Ils Mhm. bougeaient. Il Il savait, en bougeait fait. pas, il bougeait pas. Il était immobile. C'est fou, hein, ça. C'est fou cette connexion, en fait. C'est fou. Et justement, à ce moment-là, tu étais en fauteuil roulant, c'est ça? Oui, D'accord. au début, oui. Mhm. Et alors, le retour à la maison, comment se passe ce retour à la maison? Pas fait tout de suite, en fait. Je rentrais tous les week-ends. D'accord. Il avait pas compris, en fait. Ah ouais? Maman? Elle dort? Et donc, à ce moment-là, quand tu rentres tous les week-ends, combien de mois à peu près ton fils à ce moment-là? 6 mois. Donc l'âge où les bébés commencent à être dans l'interaction. Et alors, ce moment tant attendu du retour, là c'est le retour à la maison, comment ça se passe et quels aménagements qui ont été mis en place pour te faciliter justement ta vie et ton rôle de maman aussi? Je pouvais pas rentrer chez moi. En fait, D'accord. il y avait des escaliers. Donc du Mhm. coup, direction chez mes parents. D'accord. Ils ont cassé les portes. Père, surtout, il a mis des barres salle de bain. D'accord. Et par rapport à ton fils, est-ce qu'il y a eu des aménagements? Je sais pas, je pense à une table allongée à niveau pour toi ou peut-être que tu changeais. Non, la table à langer, c'était bon en fait. C'était bon. D'accord. C'était parfait. Et alors, dans ton rôle de maman, est-ce qu'il y a des gestes que tu appréhendais un peu plus que d'autres? J'appréhendais comment donner le biberon. Les ergots, elles m'ont aidée. T'as aidé à trouver la bonne position et est-ce qu'il y a d'autres gestes, par exemple comme le bain, qui étaient plus difficiles pour toi? Mais je m'adapte en fait. Je trouve toujours une solution. Toujours. Mhm. Donc finalement, tu as pu t'adapter justement à cette Très nouvelle vite. vie qui est Très vite. différente et t'occuper donc de ton fils, de pouvoir réaliser les gestes du quotidien d'une jeune maman. Mais j'aime pas être dépendante. Mhm. Je veux faire toute seule. Et du coup, si tu devais parler des difficultés que tu rencontres au quotidien, quelles sont les difficultés vraiment majeures que tu rencontres au quotidien? Les escaliers. Les escaliers. Oui, parce que là, on n'en a pas parlé, mais après la phase du fauteuil, tu as pu retrouver la marche Oui. grâce à tes efforts, la rééducation. Il y a des escaliers partout.
En Guadeloupe, aussi, en Guyane, des escaliers partout. Et même les trottoirs, hein, quand on regarde les trottoirs, c'est pas très adapté, Ah non? très étroit, il y a vraiment un manque d'accessibilité. Et du coup, donc maintenant, tu as retrouvé la marche, grâce à tes efforts en rééducation, à ton investissement, et tu as même recommencé à courir. Mais je commence à courir. Ouais, mais ça, c'est Je trotte, formidable. je Mais ça, trotte. c'est formidable. Et c'est vrai que quand on refait le fil et qu'on rembobine un peu le fil et qu'on revient sur ce que tu m'as dit au début, t'es en fauteuil, tu pensais que tu ne marcherais pas, que tu ne parlerais pas. Et là, ben aujourd'hui, tu es sur ce Mais je podcast, suis là, tu parles, tu expliques ton histoire et tu marches et tu je suis cours. chiante. Et du coup, alors dans ton quotidien de maman, comment ça se passe, ta relation avec ton fils? Comment ça se passe? Je le touche, quand je lui parle, je Mhm. m'assois avec, dans la salle de bain avec lui, Mhm. j'écoute, Donc vous êtes très très fusionnels. Est-ce que pour toi il est protecteur avec sa maman? oui, Très très. protecteur. Attention, tu vas tomber. Ça me fait rire en fait. Et justement, est-ce que tu lui as expliqué votre histoire à tous les deux? Brièvement, mais il m'a dit, c'est de ma faute, maman. Hmm. Oh là Ah, là, ça a dû te briser le cœur quand il t'a dit oui, ça. oui, vraiment, oui. Je lui ai expliqué, ce n'est pas de ta faute, je t'aime, moi je t'aime, c'est tout. Mhm. C'est tout. Je lui ai expliqué, en pas trop de détails, mais Mhm. À sa portée. maman a fait un accident, Mhm. quand j'étais enceinte de toi. Il était petit, hein, 3 ans à peu près. Et justement, est-ce que tu penses qu'il y a un impact du regard des autres ou concernant ben, sa maman? Est-ce qu'il a pu te parler de ça ou pas? Il entend les gens, il entend les Mhm. gens. Des enfants? Oui, les enfants, oui. Alors on a changé d'école. Il a vu les enfants autistes, Mhm. il a vu, les enfants handicapés aussi. Donc du Mhm. coup, il va mieux en fait. Et puis surtout, enfin, ça fait de lui forcément un enfant qui est plus tolérant que d'autres enfants qui ne seraient pas forcément confrontés au Voilà, handicap. voilà. Et il a sûrement ça en lui, cette empathie, cette tolérance que d'autres enfants malheureusement n'ont pas en eux. C'est ça en fait, hein. Et du coup alors, si tu peux parler là actuellement, tu poursuis la rééducation, est-ce que tu as encore un suivi? Je suis suivie pour la toxine et c'est tout. Donc la toxine, en fait, c'est pour permettre, quand on a un membre, avec une raideur, on parle de spasticité, ça Voilà. permet justement De lâcher, de détendre un peu le membre parce que la séquelle motrice qui t'est restée, donc tu as présenté une hémiplégie, c'est ça? et une aphasie aussi. Une hémiplégie et une aphasie et Oui. là, tu gardes comme séquelle au niveau de ton bras droit Mais toute la partie droite en fait, hein. toute la Je partie marche, droite. difficilement, hein. Donc c'est vrai qu'on a parlé d'hémiplégie. Donc l'hémiplégie, c'est la paralysie de la moitié du corps. Donc en fait, tu avais l'hémiplégie de ta partie droite et Mmh. tu as pu récupérer plus de facultés. Et maintenant, on parle effectivement d'hémiparésie. Donc c'est Voilà. une perte de force dans la partie droite qui reste et puis une perte de mobilité, par exemple pour ton membre supérieur droit. Voilà. Et donc tu continues la toxine et là, tu fais du sport. Oui, ça fait 1 an, hein. Est-ce que tu pensais qu'un jour, tu aurais pu reprendre une activité physique, Michela? Franchement, non. Mmh. Alors là, non, hein. C'est incroyable, incroyable. Non mais vraiment, mais quelle combativité, c'est juste incroyable. Merci. Et c'est vrai que cette vidéo où on te voit, courir, Je trotte, hein. ne minimisons pas les victoires, on ne minimise pas les victoires. En tout cas, je mets au défi une personne qui n'a pas pleuré devant cette vidéo parce que vraiment, elle est hyper touchante cette vidéo, vraiment hyper touchante. Et juste par rapport à la prééclampsie, tu es engagée dans un combat justement
pour que la prééclampsie soit mieux connue et tu es d'ailleurs la représentante de l'association Grossesse Santé Prééclampsie Antilles-Guyane. C'est ça, si je ne Voilà, me trompe ouais. pas? Alors, est-ce que tu peux nous en parler justement du rôle de l'association? Aider, informer les risques de la prééclampsie. On fait des témoignages De femmes qui ont été... touchés. Et c'est vrai qu'il y a des actions aussi qui sont mises en place. Oui, ici, en Guadeloupe, il y a un congrès et des événements. D'accord. Et justement, tu devais juste parler, résumer les symptômes pour que ce soit bien clair. Est-ce que tu peux nous donner ces signes d'alerte quand on présente une prééclampsie? Des maux de tête violents, des douleurs, La barre hépatique, et tu parles de la barre voilà, ouais, hépatique? voilà. Des D'accord. douleurs, abdominales, Mhm. des troubles de la vision, des gonflements du visage ou des mains, des pieds Mhm. aussi, œdème, des nausées, des Et vomissements la tension aussi élevée. élevés. Tout de suite, vous allez au CHU. Et c'est important aussi de rappeler qu'il faut pas forcément attendre d'accumuler tous les signes en fait pour s'alerter parce que toutes les femmes n'ont pas forcément tous ces signes. Non, Donc c'est important effectivement de ne pas perdre de temps et de se rapprocher rapidement des urgences. il faut, être calme. Il faut pas paniquer. Mais c'est vrai qu'il faut prendre ces signes au sérieux pour que la Oui, prise en charge soit la mais meilleure en fait. j'allais bien avant, hein. Ah, j'allais bien. Mhm. Tu es aussi engagée dans le combat concernant le don du sang. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, de l'importance de donner son sang? j'ai eu une hémorragie cérébrale pendant l'accouchement. Donc, fallait du sang. Grâce à vous, j'ai pu survivre. C'est important. Ça prend quelques minutes et ça... Ça sauve des vies. Ça Mhm. sauve des vies. Et justement, est-ce que tu peux parler de l'état du don du sang en Guadeloupe? Catastrophique. Tous les jours, en fait, Michela publie les lieux, en fait, de don du sang en Guadeloupe et en Martinique. Et c'est vrai que tu as pu publier des chiffres et effectivement, on voit que le don du sang, Mais c'est ça très reste peu. encore problématique en Guadeloupe. C'est vraiment très, très peu. Le 22, c'était affolant. Donc, donnez votre sang. On ne répétera jamais assez de l'importance de donner son sang pour sauver des vies. Ça prend quelques minutes. C'est pas douloureux. Donnez votre sang. C'est important. C'est très important. Et du coup, Michela, pourquoi c'était important pour toi de témoigner dans Bicafam? Surtout aujourd'hui, 22 mai, la journée mondiale de la prééclampsie. Pourquoi c'était important pour toi de témoigner? Mais je devais parler en fait. Je devais parler. Alors, il faut savoir que Michela, quand on a commencé à échanger, Michela m'a dit: «Mais non, mais impossible, impossible, un podcast, il faut parler, on va pas me comprendre». Les personnes qui écouteront cet épisode, je pense que ne seront pas d'accord avec toi. On a très bien compris, ils ont très bien compris. Je pense que ça peut effectivement être aussi une étape aussi de pouvoir libérer la parole, parler de ton vécu et qui serait la mieux placée pour parler de ton vécu à toi que toi. Et c'est tellement symbolique que justement tu puisses témoigner aujourd'hui, le jour de la journée mondiale de la prééclampsie, pour continuer à alerter, continuer ce combat pour que la prééclampsie soit plus connue, pour que la prise en charge aussi soit améliorée et que les femmes et les hommes, parce qu'il n'y a pas la responsabilité que des femmes, les mamans et les papas prennent conscience de l'impact que ça peut avoir, de la gravité que ça peut avoir, du fait que le pronostic vital de la maman peut être engagé, le pronostic vital du bébé peut être engagé aussi. Si. C'est très important de communiquer sur ces signes de la prééclampsie. Et je ne te remercierai jamais assez pour ce témoignage très émouvant et vraiment encore chapeau bas, bravo pour ton parcours, bravo pour ta force, pour ta combativité, pour cette résilience aussi. Et pour cette force que tu n'as jamais lâchée finalement. Je voulais juste te poser une petite question avant de terminer. Est-ce que tu as pu, parce que il y a beaucoup d'étapes, donc cet accouchement, tu te réveilles en réanimation, tu apprends que tu auras des séquelles, tu seras porteur de handicap, ta vie change. Est-ce que tu as pu te faire accompagner au niveau psychique pour justement t'aider à traverser toutes ces étapes? Ah oui, Corinne là, ouf, je salue. Corinne, si tu nous entends. Oui, elle
été à la clinique et ensuite je l'ai vu à Ricoh et je l'ai vu à Palais Royal. D'accord. Donc, qui t'a suivi tout Ah au long oui, de ce processus. Et on rappellera jamais assez l'importance de se faire accompagner quand on traverse des mais c'est difficultés. important, hein. C'est important. Parce qu'effectivement, c'est un coup de tonnerre en fait dans la vie. Rien ne pouvait présager que finalement cette grossesse aurait entraîné cette situation de handicap et pouvoir justement accueillir tous ces éléments et puis surpasser et dépasser étape après étape pour en être là où tu en es aujourd'hui. C'est important aussi de parler de l'accompagnement au niveau psychique aussi. Et justement, tu parlais de ta famille, de tes proches, l'importance aussi d'être entouré. Si tu avais un message à leur transmettre à tes proches, tes amis, ta famille, ce serait quoi? Je vous aime, je vous aime. Franchement, Ils ne t'ont jamais lâché. mais Et tout à l'heure, jamais. quand je t'ai demandé si tu étais entouré, tu m'as même dit un peu trop. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire? Il me laissait pas dormir. Ils étaient très, très véillatifs, très, Oui, très à l'écoute. franchement, ouais. Ouais, très protecteurs aussi. Mmh. Et c'est tellement important de pouvoir bénéficier de de ce soutien familial, de Ouais, ce mais soutien amical. soyez entourés, Mhm, vraiment. mhm. La C'est famille, les amis. important. Ah oui. Et si tu devais nous dire justement comment tu te sens actuellement, Michela, aujourd'hui, en 2023, comment tu te sens? Je me sens vivante, je me sens vivante. Un mot qui résume vraiment, vraiment. En tout cas, je te remercie encore infiniment pour ton témoignage, pour tes mots, pour cet échange qui était rempli d'émotions aussi parce que ça t'a plongé, replongé dans des souvenirs qui sont pas forcément très gais. Et merci pour ça. C'est important aussi que d'autres personnes entendent ton témoignage et comprennent, encore une fois, j'insiste, c'est vrai que je le répète, l'importance de repérer ces signes de la prééclampsie et l'importance de prendre conscience de la gravité de la prééclampsie. Et si tu devais te décrire en 3 mots, Ma foi, mon mental et mon rire. J'aime rire. on l'aura aussi remarqué. En tout cas, merci encore pour cette joie de vivre, pour ce message plein d'espoir, pour tout ça, pour ton courage. Encore, tu es une femme formidable et je suis contente De rien. Merci à toi. qu'aujourd'hui, je suis contente qu'aujourd'hui, on puisse. C'est vrai qu'on connaît un petit peu ton histoire à travers ton compte, mais c'est la première fois peut-être qu'on entendra vraiment ton histoire comme ça et merci pour ça. Tout le monde pourra découvrir ta puissance et ta force. Merci pour ça, Michela. De rien. À bientôt, Michela. À bientôt, Mélissa. C'était l'épisode 15 de Big Femme. Je ne remercierai jamais assez Michela qui a levé le voile sur son parcours et pour les combats qu'elle mène au quotidien. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.